à partir d'un concept bon, qui, par exemple, au plan juridique, a été largement développé. Depuis, bon, on s'est travaillé dessus. Il y a eu la thèse d'Éléonore Moléon, celle de Pascal Stéchen, celle de Sylvie Durousseau. Le point est fait là-dessus, sans même parler à une époque du rapport Hugon-Lubeck et d'autres travaux en cours que je citerai en passant. Je vais conduire ma réflexion autour de trois questions. Est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'on savait? Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on veut? Alors, première question, en matière de sites potentiellement pollués, est-ce qu'on sait, et je dirais même un peu plus, est-ce qu'on savait? Oui, maintenant, on sait. On sait recenser les sites potentiellement pollués et il y a longtemps, dans certains cas, qu'on sait ou qu'on savait les dangers qu'ils représentaient. Il y a une thèse qui sera soutenue au mois de novembre ou en décembre, qui porte sur la vallée de la Moselle, qui est conduite par un de mes élèves de Normal Sup, qui s'appelle Romain Garcier, et qui démontre qu'il y a déjà 70, 90 ans, on a des textes qui montrent parfaitement qu'on savait. Bon, euh, on sait les dangers dans certains cas. On évoquait Salsine dans ce cas-là. Bon, je me souviens en 70, le cas de Madame Frény-Raplan qui but l'eau du puits, la Villanière, et qui 3 heures plus tard était décédée. Bon, à l'époque, il y avait eu inculpation, il n'y avait pas de mise en examen du directeur de la mine, du maire et du préfet, mais on était dans les années 70 et donc le problème s'est réglé tranquillement. Ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas maintenant. Je vous le garantis. Par exemple, il y a 3 semaines, pour la première fois, avait lieu une session de formation de magistrats en formation continue sur le problème d'environnement, ce qui veut dire que la salle était pleine et les magistrats tout doucement vont prendre en main ce problème et en particulier ça les intéresse au pénal. Donc signal d'alerte. Bon, donc est-ce qu'on savait dans une grande partie? Oui. Est-ce qu'on sait? Oui, on sait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Premier temps, est-ce qu'on peut savoir? On a les outils, hein, on a des pré-inventaires qui sont disponibles sur Internet. Tout doucement, les inventaires sont disponibles sur Internet, soit ceux qui sont réalisés sous l'égide du BRGM, soit ceux qui sont mis à disposition sur le site, par exemple, de mon labo, hein, où on a mis à disposition un certain nombre d'inventaires qu'on conduit, où on arrive à peu près au même chiffre. Hein. En moyenne, nous arrivons à un total de 3000 sites potentiellement pollués par département, en moyenne. Hein. 1200 pour le Cantal, un peu moins de 6000 pour les Bouches-du-Rhône, 8000 à peu près pour la Moselle. Bon, ce qui correspond en fait à notre histoire. Hein, il n'y a pas de mystère à ça. Bon, de sites potentiellement pollués, pourquoi je ne dirais jamais de sites pollués? D'abord pour éviter toute poursuite, diffusion de fausses nouvelles, etc. Deuxièmement, quand même, je suis juriste également, hein, on m'a présenté comme géographe, mais je suis aussi docteur en droit. Deuxièmement, parce que je crois qu'on vit encore, pour une large part, dans l'incertitude. Hein, une incertitude à la fois dans un rapport au temps et à l'espace. Donc, il faut faire attention. Mais il n'empêche que, justement, parce qu'il faut faire attention, il faut agir. Et il faut agir vite. Donc, est-ce qu'on peut savoir? Oui, on peut savoir. Alors, parfois, certes, les sources archivistiques ne sont pas d'une qualité fabuleuse parce qu'il y a eu des bombardements en juin 1944, je pense par exemple pour les archives départementales à Saint-Lô, mais dans d'autres cas, on a des sources extraordinaires. Je pense par exemple pour Paris et la Petite Couronne. Bon, j'ai environ 20 000 pages imprimées, photocopiées, de rapports faits au STIC, hein, recensant sur plus de 50 ans tous les accidents, incidents, etc., qui se sont passés. Donc après, il suffit d'y passer le temps, ce que je n'ai pas encore fait pour le moment, là-dessus. Mais bon, déjà, dans un premier temps, on a recensé, vous voyez un petit chiffre, pour Paris, la Petite Couronne, il y a quelques années, on était déjà à 10 000 sites potentiellement pollués. En s'arrêtant dans les années 30, donc avec très peu de stations-service. Bon. Alors, l'analyse des archives permet d'avoir quelques inquiétudes. Bon, on évoquait le cas des stations-service tout à l'heure. Bon, ben, j'ai fait à une époque une petite étude portant sur quelques milliers, 10, 12 000 stations-service, qui étaient pas mal, fermées. Et on arrive à 98% d'inexistence de certificats de remise en état ou de conformité pour ces stations-service. Donc là, pour moi, si vous voulez, je suis inquiet pour ces 98% de stations-service pour lesquelles je n'ai pas de données me disant c'est clean, c'est propre, ça a été mis en sécurité. Et pour le 2% qui reste,
dans 95% des cas, la mise en sécurité, à l'époque, s'est faite défense de rire, de façon intelligente, à 3 mois, très bête, à 30 ans, en remplissant les cuves avec de l'eau. Donc vous imaginez vos cuves de 3 mm d'épaisseur, simple enveloppe, à l'époque, bien sûr, rempli d'eau, c'est intelligent en 3 mois, puisque les gaz évidemment sont sortis, ce qui évite un petit problème comme celui qui s'est passé il y a 6-8 mois sur une station de lavage, qui a explosé, qui a généré 2 morts. On avait oublié, entre guillemets, qu'il y avait une station-service avant, là où on avait installé la station de lavage. Il semblerait que des gaz se soient légèrement échappés au fil du temps, 2 morts. Mais ceci dit, bon, pour le moment, la justice n'a pas tranché, n'a pas dit qu'il y avait un véritable lien de causalité. Donc, c'est intelligent à 3 mois, c'est très bête à 30 ans, puisque bien sûr, cette eau va oxyder les cuves et va repartir tranquillement, rejoindre les aquifères avec sa charge de plomb, de cadmium, etc., enfin, tous les métaux lourds que l'on a dans au fond de ces cuves. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Donc, relativiser les connaissances que nous avons, mais dire aussi, nous pouvons déjà avoir beaucoup de connaissances. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces connaissances? Eh bien, d'abord, il faut les utiliser. Les utiliser comment? Pour aménager, pour sécuriser, à défaut de réhabiliter. Bon, tout à l'heure, on évoquait Salsigne, qui est un cas que je suis depuis longtemps. Je pense même avoir signalé il y a quelques années, y compris aux propriétaires de la mine, qu'ils étaient propriétaires de sites comme le site de Malabo, qui vient d'être nettoyé, où on avait 35 000 tonnes de déchets toxiques, avec un pH qui, selon la pluie, était parfois à 2, 2,5, ce qui est pas mal. Bon, le site de Narto également, 80 000 tonnes de déchets toxiques, abandonnés depuis 50 ans, etc. Et en fait, les propriétaires de la mine eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient propriétaires de ce site. Et donc, on avait cette pollution qui se déplaçait, comme on l'a évoqué. Donc, on avait un site qu'on peut considérer comme pollué, si ce n'est potentiellement pollué, et qui polluait en dessous, en aval, à 15, 20, 30 km, puisqu'on retrouvait ça à hauteur de la confluence entre l'Orbiel et la rivière Aude, pour ceux qui connaissent un petit peu ce département, donc à hauteur de Trèbes. Donc, il faut au moins se poser ce genre de questions et dire que, par exemple, pour Salsigne, certes, 35 millions d'euros à peu près ont été dépensés, sous votre contrôle. On va en dépenser quelques millions de plus maintenant. Je crois qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé. J'ai été contacté pour donner les infos que j'avais là-dessus. Mais en fait, nous n'aurons qu'une simple mise en sécurité. Il n'y aura pas de réhabilitation du site. Si on voulait le réhabiliter, il faudrait dépenser 4, 6, 8 fois et on ne peut pas. Donc on a en charge ce que moi j'appelle le patrimoine négatif. C'est-à-dire que dans le prochain siècle, je crois qu'on va payer au minimum les 2 siècles précédents. Il faut que je crois maintenant le dire et le dire de façon vigoureuse, bien poser ce problème, qui est un problème qui est politique, globalement. Et je crois que ça suffit, il faut arrêter de fermer les yeux, il faut bien poser cette question-là, se dire attention. Attention, ça va durer longtemps, ça va poser de gros problèmes aux aménageurs, ça va poser de gros problèmes aux maires, des maires qui, bon, je me réfère par exemple à l'étude du cabinet Andersen en 1996, à l'époque, montraient, si vous voulez, une très grande réticence à prendre en main ce problème. J'ai comme un doute sur leur volonté vigoureuse de prendre en main ce problème, et pourtant, il va falloir le faire.